Ben, justement, redisons-le, hein, tout l'intérêt par ailleurs de Crimi, c'est aussi que Vincent a réuni des textes variés, on va en parler plus en détail, et qui étaient inédits ici, bien évidemment, les a traduits, et c'est une entreprise qui nous permet de nous pencher donc sur cet angle mort. On y découvre la matière dont sont faits les crimis, car plutôt qu'un crimi nazi, il y a des crimis, des romans criminels sous le national-socialisme, leur valeur littéraire, car certains en ont une valeur littéraire, esthétique, c'est indéniable aussi, il n'y a pas que le côté témoignage, mais il y a aussi évidemment ce qu'ils révèlent en creux de la société où ils sont produits, c'est-à-dire de la société nazie. Alors, il y a dans par ailleurs l'excellent dictionnaire des littératures policières de Claude Mesplède, pour lequel j'ai tout respect et amitié, mais il y a ce passage sur, à Allemagne, l'avènement du Troisième Reich et de la censure fasciste produisent les mêmes effets qu'en Italie et en Espagne, le genre se tarit. Parce que nous avons une méconnaissance et qu'il n'y avait pas eu encore les travaux de Vincent. Mais justement, bien à l'inverse, à ce que je comprends, il ne se tarit pas du tout, il y a une production considérable. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, il y a une production considérable pour différentes raisons. Tout d'abord, l'Allemagne, comme le reste de l'Europe ou du monde, est touchée par ce raz-de-marée de littérature policière à cette époque. Ça franchit les frontières du Reich. Après 1933, les lecteurs ont toujours envie d'avoir du polar. Ensuite, il y a une raison assez simple, c'est que après 1933, la littérature en général est mise au pas. On connaît les autodafés, enfin on brûle les livres. En revanche, la paralittérature, n'étant pas considérée comme une littérature, elle a un petit peu plus de latitude. Elle constitue même une espèce de refuge pour certains auteurs. Il y a un article de journal c'était le journal officiel des libraires et des éditeurs, c'est un petit peu le livre hebdo sous le Troisième Reich, si vous voulez, qui a un article assez intéressant juste après les autodafés de 1933, et qui dit une des conséquences des autodafés, enfin il ne faisait pas du tout la critique des autodafés, mais il se réjouissait, une des conséquences des autodafés, ça a été d'assainir les étals des libraires. Dans les vitrines, on ne voit plus de livres dégénérés, mais plutôt des livres de divertissement, des livres des crimis, des livres d'aventure. Donc en fait, dans un premier temps, il y a beaucoup d'éditeurs et d'auteurs qui vont se tourner sur cette littérature qui n'est pas considérée, qui est plutôt négligée par le pouvoir, en se disant « ça va, c'est à peu près sûr, on ne va pas se faire massacrer ». C'est pas considéré comme de la littérature, donc c'est pas encore mis au pas. C'est toute cette idée de mise au pas, enfin ça j'en parle aussi là-dedans. Ce qu'il faut se dire, c'est que toute cette idée de mise au pas, en même temps, ça a produit pas mal de pattes folles. Il y a toujours eu des canards boiteux sous le Troisième Reich avec la mise au pas, et le crimi y appartient. Je parlais de la négligence du pouvoir, peut-être qu'on va... Oui. Tu voulais pas dire non, quelque chose ? Je voulais juste... Il y a de toute façon, il y a un public qui est... Parce que tout ça se lit, il y a un public qui est très friand, quand même. Voilà. Ce qui veut dire qu'économiquement, par ailleurs, on est encore en économie de marché. Voilà, c'est complètement ça. Il faut se dire que sous le Troisième Reich, malgré la censure, malgré toutes les déclarations fracassantes des nazis, comme quoi c'est une nouvelle ère, etc., non, on reste... La culture, enfin le divertissement reste dans une logique d'économie de marché. Donc s'il y a des clients, s'il y a des lecteurs, on va continuer à en produire. Et le crimi, comme c'est à ça qu'il doit aussi sa persistance et sa survie sous le Troisième Reich, c'est que ça se vendait bien. Donc quand bien même ce genre n'était pas franchement bien vu du régime, les éditeurs vont continuer à en produire. Il y a des éditeurs qui se spécialisent là-dedans et qui sortent des flopées de romans qui sont tirés, enfin les romans les livrets de Katsu, c'est tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et c'est pas,
juste quelques petites raretés comme ça. Non, ça inonde complètement le marché parce que ça se vend. Là, il y a des chiffres assez parlants que j'ai découverts en lisant. Entre 33 et 45, loin de se tarir, il y a 3000 titres qui sortent en criminal roman, et il y a une série à l'époque extrêmement célèbre qui est la série John Kling par exemple, qui va se vendre à des millions et des millions d'exemplaires. Donc évidemment on ne peut pas stopper cela. Oui, mais on peut citer d'autres exemples. Bon, John Kling effectivement c'est un très bon exemple puisque c'est là-dedans, donc c'est très bon. Mais aussi tout ce qui est Agatha Christie. Agatha Christie, je crois qu'elle a connu quelque chose comme 12 traductions différentes sous le Troisième Reich, y compris durant la guerre. Ouais. Y a quoi d'autre Des gens comme Edgar Wallace. Edgar Wallace, c'était un best-seller un peu partout, jusqu'à ce qu'il soit interdit en 40. Même des auteurs comme américains dans une moindre mesure. Même quand l'Angleterre et les États-Unis rentrent en guerre, on peut encore trouver ces auteurs en langue originale, donc il fallait être un petit peu anglophone, mais on les trouve jusqu'à la fin de la guerre. C'est absolument pas un problème. Je vais vous donner un dernier exemple. C'est durant la guerre, en fait, Goebbels a la bonne idée de créer une collection de livres qu'il envoie aux troupes au front. Et c'est une collection dont du docteur Goebbels à Wehrmacht. Un truc assez ronflant. Première année, la sélection des livres qu'on envoie à la Wehrmacht, c'est beaucoup de livres politiques ou de livres de patrie, des trucs assez dans la ligne du Troisième Reich. À la fin de la première année, ils font un petit sondage auprès des soldats pour savoir ce qu'ils aimeraient bien, et ils adaptent leur collection au sondage. Beaucoup de romans policiers sortent, et pas forcément des romans policiers très conformes à la ligne. Donc il y avait encore cette idée il faut malgré tout se plier aux vœux du public, et c'est ça que j'explique aussi là-dedans, c'est que le public avait une certaine responsabilité de lecture, c'est-à-dire qu'il pouvait aussi faire pression directement, économiquement, sur la ligne directrice éditoriale, en achetant ou en refusant d'acheter, et ce jusqu'à la fin du régime. Je crois que tu avais une lecture que tu voulais nous faire partager. Alors, là-dedans, je n'ai pas traduit que des nouvelles policières. J'ai aussi ajouté un petit dossier critique d'une vingtaine de pages pour vous montrer comment était considéré le roman policier à cette époque. Et j'ajouterais quand même, si je peux me permettre, si tu me le permets, avant chacun des textes, nouvelles, petits romans qui sont proposés, il y a en plus de la préface que tu as faite, il y a une mise en perspective, une présentation, et ça je peux me le permettre, que j'ai trouvé extrêmement brillante et qui est passionnante pour accompagner les textes. Je me joins à cette Voilà. C'est gentil, parce que comme la plupart des auteurs sont inconnus, il a fallu rassembler quelques renseignements. Mais c'est pas juste des éléments de biographie, c'est lumineux. Donc je disais qu'il y a un petit dossier critique, et ça, je vais vous lire un petit passage qui était sorti en 1937 dans un magazine dédié aux libraires, pour savoir ce qu'il fallait, aux libraires et aux bibliothécaires, pour savoir ce qu'il fallait conseiller à ses lecteurs. Donc, c'est un type qui s'appelle Eichberg et qui a dressé une étude psychologique du roman policier, du lecteur du roman policier. Tout d'abord, nous aimerions préciser qu'il ne saurait être question, avec de tels livres, d'une véritable lecture, mais seulement d'une occupation, et une occupation neutre, qui plus est. Nous entendons par là une activité qui met hors circuit, jusqu'au plus haut point, la vie et la pensée quotidienne, autrement dit qu'il les neutralise. Le collectionneur de timbres, par exemple, ou le joueur d'échecs se situent, de par leur pensée, en marge du monde quotidien. Leur esprit les tient si fermement rivés à des sujets tellement abstraits qu'ils se soustraient aux considérations de tous les jours. C'est une occupation tout aussi neutre que ça donne nos lecteurs de romans policiers. Nous pouvons ainsi en déduire que, pour la plupart, quelque chose cloche dans leur vie, puisqu'ils cherchent bel et bien à fuir le quotidien. Rien que d'un point de vue extérieur, nous remarquons que la grande majorité d'entre eux sont nerveux, impatients, qu'ils affichent une vision pessimiste du monde.
À cela s'ajoute encore les ruminations fréquentes chez ce type de personnes et provoquant par contraction interne des troubles de la santé, entre parenthèses, dérèglement des glandes, peuvent sans doute être soignées par les lectures de romans policiers. Tant que ce genre de roman ne reste ici qu'une passade, on peut le considérer comme un bien piètre, certes, remède. Concernant les lectorats dont nous avons parlé jusqu'à présent, nous pouvons affirmer la chose suivante. Nous avons tout bonnement affaire à des natures faibles et pessimistes, qui ne possèdent ni le courage, ni la force de caractère nécessaire pour améliorer leurs conditions. Plutôt que d'adopter une attitude positive et se fixer de nouveaux buts qui leur permettraient de se sortir de la misère, ils cherchent l'oubli et se retirent de la vie. À l'homme courageux et entreprenant, il n'est point de situation indomptable, point de situation où il n'y aurait pas de meilleure source pour rafraîchir et accroître ses forces vitales que le roman policier. Car tout homme doté d'un esprit vif et d'une profonde sensibilité repoussera ce remède bon marché, ou de moins, il refusera d'en être un lecteur assidu. Il est très regrettable que le pourcentage de femmes qui prisent le roman criminel soit si élevé. En effet, certaines excuses encore recevables chez les hommes ne le sont plus ici. Une femme saine est plus fermement ancrée dans le cosmos que l'homme, qui lui est plus détaché. Ainsi, du très fond de ses affects, elle refusera d'autant plus instinctivement le roman policier et n'y succombera jamais longtemps. Dès lors, nous pouvons affirmer que celle qui prend un plaisir durable à ces romans est une femme dégénérée. Donc voilà, ça c'était un petit peu la vue officielle, si vous voulez. Mais alors, il y avait pour donner un autre point de vue, peut-être un peu plus pragmatique, Joseph Goebbels, qui, si je ne m'abuse à l'époque, est en charge du ministère à l'éducation du peuple et à la propagande, lui voit tout l'intérêt de laisser certaines latitudes justement à la distraction des masses. Et il a cette formule, l'Allemagne ne doit pas devenir un couvent de nonnes. Voilà, c'est un conflit, un débat qu'on retrouve un petit peu durant tout le Troisième Reich. C'est que d'un côté, il y a les idéologues du style Rosenberg, qui crachent complètement sur le roman policier, qui considèrent ça comme une littérature complètement dégénérée. Rosenberg explique que si on envoie des romans policiers aux soldats de la Wehrmacht, c'est pour qu'ils s'en servent plutôt aux toilettes. Et pas pour lire, pour s'essuyer. Donc, en revanche, Goebbels, lui, il voit, assez tardivement, mais il le voit, l'intérêt du roman policier, il faut tout simplement divertir le peuple. Le Troisième Reich s'est appuyé sur le divertissement. Il y a un côté un petit peu crétinisant, un petit peu à la meilleure des mondes sous le Troisième Reich. Et plus on arrive dans des périodes difficiles, plus on va abreuver la population de divertissement. Ça vaut aussi pour le cinéma. À partir de l'entrée en guerre, il va y avoir de plus en plus de films. Et alors que le roman policier était complètement déconsidéré ou laissé en marge au début du Troisième Reich, à partir des années 40, des voix commencent à s'élever au sein du parti pour dire oui, si nous aussi, en sous-main, on commençait à diriger des collections policières, où on commençait à influencer un petit peu le roman policier. Et donc il y a des auteurs comme... il y a des éditeurs qui commencent à s'y mettre, à sortir des collections policières. Un auteur comme Tsin, dont j'ai traduit une nouvelle ici, sort sa nouvelle dans une maison d'édition contrôlée plus ou moins par la Waffen-SS, ou un type comme Axel Alt, qui est un pseudonyme pour Wilhelm Ide, qui est en fait le président de la Chambre des écrivains du Reich, va écrire, bien sûr sous pseudonyme parce que c'est un petit peu honteux, un polar tout à fait dans la ligne du parti. Donc on peut voir au fur et à mesure effectivement une nazification et vraiment tardive du roman policier. Oui, on peut effectivement citer par exemple, il y a un auteur de romans policiers qui théorise aussi cela, qui est Edmund Finke. Tu vas peut-être nous en dire quelques mots, mais voilà ce qu'il dit. Il fait un texte
qui s'appelle Du roman policier, tout simplement, qu'il publie en 1939. Et il le termine en disant, il parle évidemment de la valorisation du bien contre le mal, etc. Mais il termine en disant, au-delà de ces considérations morales, il n'est pas concevable de laisser aux seuls anglo-saxons l'honneur d'écrire de bons romans policiers. Nous aussi, Allemands, nous allons parfaire cette littérature et la marquer de notre empreinte. Là, c'est une espèce de... Le parti nazi veut s'emparer du crimi. Ouais, jamais officiellement, ça sera toujours un petit peu en sous-main. Edmund Fink, bon, c'est un Autrichien, donc après l'Anschluss, il sera, pour le coup, fera partie du Reich. C'était celui qu'on mettait en avant comme l'auteur du bon, ça c'est la formule officielle, du bon roman policier allemand. Puisque pour faire contrepoids à toute ce raz-de-marée de littérature étrangère qui arrivait en Allemagne, on a commencé à prôner un crimi proprement allemand, donc avec des personnages à la gloire de la police allemande, des intrigues qui se dérouleraient, si possible, en Allemagne. Bref, une littérature nationale.